Mercredi 4 février 2020, la librairie Ombre Blanche accueillait Bertrand Schaeffer, scénariste, acteur, écrivain et traducteur de Zibaldone, volume de plus de 2000 pages rassemblant les fragments du manuscrit du poète italien Giacomo Leopardi, sur des sujets allant de la vie personnelle à la philologie, de la linguistique à la littérature, de la politique à l'histoire, et publié aux éditions Alia lors d'une rencontre organisée en lien avec l'association Machiavelli et de l'Italie à Toulouse. What is that overstated in the castle? Bonsoir à tous. Merci d'être venus assister à cette rencontre avec Bertrand Schaeffer autour de la traduction du Zibaldone, réédité aux éditions Alia en fin 2019. Bertrand, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Juste une petite présentation sur la question de la traduction. Nous avons décidé à Ombre Blanche cette année de faire un cycle autour de la traduction dans sa plus large acceptation, en lien avec le festival Histoire à venir qui cette année aura pour thématique l'usage du faux. Alors je ne sais pas si on parlera de ce fameux vocable italien, traduttore, trattore, enfin bon, la traduction et la question du faux, c'est une question dont on pourrait parler longtemps. Nous allons évidemment aborder cette question avec Bertrand et puis parler aussi du contenu du Zibaldone. Donc voilà, une première rencontre autour de cette thématique de la traduction à Ombre Blanche. Je voudrais peut-être commencer par te demander de nous raconter un peu l'histoire de la traduction de Leopardi en France, beaucoup d'abord de fragments, et qu'est-ce qui, selon toi, explique une traduction peut-être aussi tardive de l'intégralité du Zibaldone ? Alors, l'histoire de la traduction de Leopardi en France, vous m'entendez ou pas ? Ouais, moi-même, je m'entends pas très bien. Oui, en c'est fait. un peu ténu, ouais. C'est un peu bas. Comment dire ça comme vous savez, et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, la langue française était très, 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 très largement dominante, on peut dire, en Europe, dans le monde des lettres, dans le monde évidemment de la diplomatie, etc. Et l'italien était donc en position d'infériorité, ce que Leopardi a essayé de rééquilibrer. C'était un peu son idée, son projet à la fois littéraire et national. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en gros, tous les Italiens lisaient le français et tous les Français comprenaient l'italien sans s'y intéresser complètement. Ce qui fait qu'en gros, ils n'avaient pas vraiment besoin de traduction. C'est-à-dire qu'ils consultaient les textes. Alors, il y a eu des traductions des canti au XIXe siècle, mais très peu, ça présentait pas un intérêt majeur en fait d'entreprendre ce genre de traduction pour les Français. Du coup, c'était des bouts de choses à droite et à gauche qui étaient traduites au fur et à mesure, etc. Donc pas d'événement majeur, mais pas de manque non plus considérable, parce que si on voulait lire quelque chose, on le disait en italien, et puis ça concernait ces gens-là, quoi, en fait, et essentiellement des gens cultivés. Il y avait un rapport au texte qui était, disons, très différent. Il y a une difficulté supplémentaire avec ce texte-là, c'est que ce texte-là a été édité très très longtemps après la mort de Leopardi. C'est vraiment une publication très largement posthume, puisque la dernière entrée du Zibaldone, et je ne me souviens plus exactement de la date, ça doit être 1832. Bravo. Ouais, voilà. Parfait. C'est 1832, et la première édition italienne, parce que le manuscrit de Leopardi disparaît de la circulation. C'était une chose qu'il avait tout le temps avec lui.
qui trimballait comme ça, comme une sorte de... Ça devait être une sorte de valise même, parce que Oui, parce les que manuscrits... 4000 pages. 4000, Au moins 4000 pages. 4526 feuillets, exactement. Ça, j'ai retenu parce que j'en ai pas manqué un seul. Et donc, il se trimballait avec ça tout le temps, disons, jusqu'à la fin, même si pendant des années, en fait, il n'a rien écrit. Mais jusqu'à son dernier souffle, en fait, il l'avait avec lui. Et après, ça a disparu. C'est allé à son ami Antonio Ranieri. Ensuite, Ranieri, qui était plus ou moins un vieux garçon, est mort. C'est passé aux femmes de chambre de Ranieri. Donc le truc a disparu dans la nature. Il est revenu par un jeu d'héritage, etc., entre les mains de quelqu'un qui savait à peu près à quoi il avait affaire. Et donc il a été racheté par la Bibliothèque nationale de Naples, où le manuscrit se trouve actuellement. Et il a été édité par un grand éditeur florentin qui s'appelle Lemonnier, je ne sais pas si vous connaissez, en 1900. Voilà, donc 1832, 1900. C'est pas comme si c'était rien passé en littérature entre 1832 et 1900. 1900, c'est... Enfin, même 1899, 1900, ça a pris quand même un certain temps, même pour les éditeurs italiens, de sortir ça. Donc subitement, 1832, en France, c'est quoi? C'est Balzac, c'est des choses comme ça. Et puis, mais même, c'est le premier Balzac, d'une certaine façon. Et puis 1899, c'est la mort de Mallarmé. C'est l'interprétation des rêves, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est un autre monde. On est passé tout à fait à autre chose. Donc en fait, c'est très étrange parce que du coup, ce texte qui est devenu un texte majeur, au moment même où il aurait pu avoir sa plus forte, son pouvoir d'expression et son pouvoir d'influence le plus fort, et a littéralement disparu dans un trou noir de l'histoire, du temps, quoi. Enfin, voilà, il a été escamoté. Et puis, il réapparaît à un moment où les problématiques littéraires, politiques, enfin, tout, ont été complètement changées. Donc, quand le texte arrive en 1900, c'est pas non plus comme si c'était un tremblement de terre en dehors du milieu des italianisants. Donc quelques personnes vont commencer à s'intéresser à ça, mais ça va prendre du temps, parce que ça prend du temps de lire une chose pareille, de la faire rentrer, de comprendre son économie littéraire, philosophique, de comprendre aussi l'importance que ça a par rapport à Léopardi, qui lui-même est en train de devenir... Léopardi, qui était assez connu de son vivant, il est mort relativement jeune, à 38-39 ans, mais qui commence à gagner en stature aussi. Donc l'œuvre de Léopardi se construit elle-même, mais elle est encore en construction du point de vue de la postérité, je veux dire. Donc cet élément nouveau arrive, mais ça prend du temps, etc. Et puis finalement, même si elle a un intérêt historique, l'édition de Lemonnier n'était pas vraiment une édition scientifique, donc obéissait pas complètement à tous les critères qu'on voulait. Ça a été fait un peu rapidement, juste après le manuscrit, mais il restait plein de trucs, c'est pas annoté, par exemple, etc. Donc réédition critique en Italie d'un grand savant qui s'appelle Pacella, beaucoup plus tard, après-guerre. Pacella passe quasi sa vie entière pour faire une édition critique italienne, du texte italien de ça, en 3 volumes, magnifiques. Et il termine ce travail, et en fait, c'est plein d'erreurs. Et donc, un autre savant qui s'appelle Damiani, chez Mondadori, corrige l'édition de Pacella. Et tout ça nous conduit quasi à la fin du XXe siècle. Ouais, donc, cette espèce de travail de mise en place très très long, très lent. C'est pas facile de saisir un objet comme celui-ci, y compris dans son propre pays,
Voilà. Et puis, à l'aube du XXIe siècle, votre serviteur s'empare de la chose pour en faire la traduction, disons la première traduction à l'étranger. Et intégrale, Voilà. parce Et que intégrale. Michel Orcel, autant qu'il fait, publie des fragments Ouais, dans les années 90 de mémoire, 95. ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est des toutes petites choses, hein, c'est des petits extraits. Donc voilà, donc comment expliquer un tel circuit, comment mesurer tout ça? Je veux dire, même pour les Italiens, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Ungaretti a été très influencé, par exemple, par Leopardi. Il le dit beaucoup. Ça a été un lecteur du Tibaldone, de cette fameuse édition Le Monnier. Après, c'est un grand mystère. C'est très compliqué. Comment je veux dire, même pour moi, c'est un vrai problème que j'ai eu. Par exemple, quand j'ai dû présenter le texte, c'est un casse-tête parce qu'en général, un texte comme ça, historique, on le présente avec sa perspective. Je veux dire, sa vraie perspective. Là, ce sont que des perspectives qu'on est obligé de reconstituer de manière un peu fantasmée, fantasmatique. Là encore, dans Le Monde, il y a eu un article là, pour la réédition du truc et notre ami Martin Rueff, etc. C'est le truc typique. Elle dit si Blanchot avait eu entre ses mains un texte pareil. Bon voilà, il l'a pas eu entre les mains, Blanchot. Donc ouais, mais du coup, on est un peu obligé de raisonner comme ça, en disant oui, ça ressemble beaucoup à Montaigne, mais ça on aurait pu le dire avant, mais bon, c'est un peu trop tard de le dire en même temps. Et puis ça n'engage pas à grand chose de dire ça, enfin, ce genre de truc. Donc on est obligé de réévaluer sans cesse une espèce de généalogie qu'on n'a pas en vrai. Donc le texte est neuf. Tout en étant ancien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile quand on doit s'atteler à la traduction d'un texte comme ça, justement? Ça, disons que c'est de toute façon difficile parce que le texte est difficile. C'est un texte très difficile. Je veux dire, même pour un Italien, à chaque fois que je rencontre un Italien et que on parle un peu et qu'au détour d'une phrase, je lui dis ça. Il me regarde avec des yeux comme ça en disant tout ça. Parce qu'il y a une langue dibaldonienne en fait, de Leopardi. Parfois, il y a des phrases qui font 5-6 pages, quoi. Ce qui n'est pas forcément l'habitude italienne. Et avec des séquences extrêmement longues, il faut retrouver les trucs, on se perd. Il y a pas mal de points-virgules, de choses comme ça et tout ça. Et parfois, ça s'accumule et c'est pas du tout fait comme une phrase latine, hein, avec comme ça qui est concentrique. Et puis c'est des pensées dont on n'a parfois pas la suite, qui sont suggérées parce qu'on est censé se souvenir de celles 400 pages plus haut. Oui, il se cite lui-même d'ailleurs. Il faut suivre le raisonnement, le rattraper à la fin. Il faut avoir tout en tête. C'est un truc. Il faut rentrer dans la tête de Leopardi. Il faut rentrer dans la tête de Leopardi, voilà. Alors, ce que j'ai dû faire, mais comme il est très très désespéré, disons, c'est un peu dur de rentrer dans sa tête parce que, au bout d'un moment, ça déteint, quoi. Mais Comment est-ce qu'on peut qualifier cette œuvre? Parce que c'est une espèce de monstre. Alors, d'abord, c'est une œuvre de jeunesse, j'ai envie de dire, parce qu'il la commence en 1817, il est né en 1798, après avoir passé des années enfermé dans la bibliothèque de son père, à lire, à traduire, à apprendre des langues. Enfin, c'est une espèce d'enfant qui nous paraît aujourd'hui complètement surdoué dans son rapport à la langue, à l'étude. Et donc, en 1817, il a 19 ans, il commence ce texte-là qu'il arrêtera effectivement en 32. Donc, quand même une œuvre d'un jeune homme. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été qu'un jeune homme, Leopardi. C'est ça le truc, c'est que si je puis dire, ça a toujours été un génie, mais c'est jamais devenu un homme, d'une certaine façon. C'est ça qui fait la beauté de son œuvre aussi. Il y a une sorte de fragilité
je sais pas comment dire. Pour moi, en plus, ils sont morts à peu près au même âge. Mais c'est l'équivalent un peu de Schubert en littérature, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on entend est déchirant parce qu'on sent que ça vivra pas très vieux. Euh, c'est vraiment c'est quelque chose qui parle de ça. Enfin, on l'entend tout le temps. Donc oui, c'est une œuvre de jeunesse. Alors, à la fois, c'est drôle, vous dites une œuvre de jeunesse, alors que lui était considéré, il faut quand même rétablir la vérité de l'époque, comme un vieillard prématuré. Justement, c'est ça qui est assez amusant. On dit ça maintenant, mais en vrai, à l'époque, on l'appelait Il Gobbo, le bossu. Il s'était cassé les yeux, le dos, les articulations, penché sur sa table dans la bibliothèque de son père, et puis après dans d'autres bibliothèques, etc. Enfin, quand il pouvait sortir de la bibliothèque de son père, parce qu'il était plus ou moins incarcéré dans le palais paternel. Donc, oui, j'ai quand même envie de dire qu'effectivement, à 19 ans, il avait et la culture et le corps pratiquement d'un homme de 80 ans, quoi. C'est ça le paradoxe en même temps. Espèce de jeune homme qui va réfléchir sur la vitalité des antiques, etc., dans le corps d'un vieillard prématuré, quoi. Enfin, tout est assez déchirant chez lui, toujours comme ça. On est sur des choses qui sont très hypersensibles, en fait, tout le temps. Il est hyper érudit, hypermnésique, hypersensible, il est hyper tout, en fait. Et d'ailleurs, son projet de départ théorique, c'était une ultra-philosophie. C'est une sorte d'hyper-philosophie. Et puis, c'est devenu si je puis dire, enfin, c'est devenu l'hyper-poète italien, en plus. Enfin, ça, il a réussi ça. Même si lui considère qu'il n'a pas vraiment réussi sa vie, en tout cas, il a réussi exactement son projet de rénovation de l'italien et de donner à l'italien vraiment sa grande poésie au XIXe siècle. Ça, en tout cas, il a réussi complètement, quoi. Alors tu abordais ça tout à l'heure en parlant justement de la domination française dont l'Italie sort juste au moment où Léopardi commence à écrire. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce souci qu'il avait à travers sa passion pour la philologie, sa passion pour les antiques, ce souci qu'il avait peut-être de redonner à la langue italienne sa puissance et sa place dans la littérature et dans l'imaginaire mondial? Eh bien voilà, là c'est dit parfaitement, c'est son projet. C'est en grande partie son projet, là, effectivement, de redonner le lustre, en fait. Mais bon, il est pas le seul, sauf que lui a complètement réussi à cet endroit-là. Après, ce dont je parlais tout à l'heure, vous êtes évidemment tous au fait de ça, c'est même pas la peine de le rappeler, mais de cette écrasante présence du français et du sentiment de frustration qu'un Italien peut ressentir, évidemment d'un point de vue politique à l'époque, mais d'un point de vue aussi de la culture, puisque bon, ils ont quand même dominé pendant très longtemps à des phases très différentes de l'histoire. Bon, de dire bon ben en fait oui, mais peut-être pas tant que ça, quoi. Et puis il faut voir aussi ce qui circulait à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, parce que nous aujourd'hui on a quand même énormément écrémé toute la production littéraire et même théorique de cette époque-là, je veux dire même française. Mais vous allez chez un libraire antiquaire, etc., vous voyez vraiment les trucs qui circulaient, qui étaient dans les bibliothèques, les 25 volumes de Bourdaloue ou des trucs comme ça. Bon, bah, c'était pas toujours non plus extrêmement fameux. Nous, on a gardé Chateaubriand, Madame de Staël, enfin, évidemment, on a gardé le Rousseau, etc., le plus fort. Bah, il y avait une production absolument colossale et monstrueuse, de trucs pas terribles, il faut quand même le dire, que l'histoire a bien fait un peu de mettre de côté. Bon. Donc ce sentiment aussi d'être complètement écrasé,
par des choses qui n'étaient pas toujours complètement faramineuses. Et puis effectivement de remettre l'italien très 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 haut. Et pour ça, il fallait créer une poétique, mais il fallait aussi fonder ça d'un point de vue philologique. Donc il y a une derrière le souci d'objectivité, c'est-à-dire, enfin d'objectivité, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, disons derrière la démarche vraiment scientifique de Leopardi, qui n'avance rien, qui ne soit pas fondé sur des textes, des dictionnaires, etc. Derrière son délire presque, son obsession philologique, qu'on voit vraiment très très bien à l'œuvre là, dans le Zibaldone, il y a quand même l'idée de dire que la vraie généalogie, c'est le grec, le latin, l'italien. Voilà. Donc systématiquement, on repasse par toute cette chose-là pour retisser, refonder l'italien sur ses racines. Voilà, parce qu'on est vraiment à la grande époque de la philologie, du début de la vraie grande philologie scientifique, disons, qui était plutôt, disons, entre les mains des Allemands, de quelques Anglais, puis de certains Français. C'était surtout les Allemands qui ont dominé à cette époque-là la philologie antique. Voilà, et lui s'inscrit vraiment dans ce sillage, mais il a quand même une visée autre que l'établissement des textes. Les Allemands, ce qui les intéresse, enfin, cette branche-là, très philologique, ce qui les intéresse, c'est d'établir des textes grecs corrects. C'est ce qui donnera après la bibliothèque Teubner, etc. Bon. Le vrai profond souci de Leopardi, il est poétique. C'est quand même, ça reste un écrivain. Enfin, c'est un savant, mais c'est un écrivain quand même, et surtout, et d'abord. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Même si la philologie m'intéresse énormément, mais c'est en tant qu'elle va permettre la construction d'une langue poétique. Parce que tout ça, l'intérêt de tout ça, c'est qu'à la fin, quand même, on construit une langue nouvelle pour faire de la littérature de manière nouvelle. Et c'est ça qui me semble le projet capital de Leopardi, et surtout le plus intéressant. Avant de traduire Leopardi et le Zibaldone, tu as traduit des auteurs latins du XVe et XVIe siècle. Est-ce que ça a été, justement dans ce rapport à la philologie qu'a Leopardi, selon toi, un atout majeur pour pouvoir aborder sa langue et peut-être aussi sa façon de penser les choses, d'avoir cette maîtrise du latin classique à travers des traductions que tu avais pu opérer? Ah oui, c'était essentiel. D'ailleurs, en vrai, c'est aussi pour ça que j'ai pu faire ce travail, qu'on m'a demandé. Je veux dire qu'avec les éditions Alia, on s'est entendu pour que je me lance dans cette entreprise. Parce qu'il fallait être à la fois latiniste, helléniste, philosophe, autant de choses que j'étais à l'époque, il y a très longtemps. Parce que en fait, j'ai fait ça il y a 16 ans quand même, l'air de rien. Donc, du coup, et la première édition date de 2003. Donc là, c'est la réédition en fait, de ce travail. Donc à l'époque, cette époque heureuse où j'étais un peu tout ça. Voilà. Non, mais c'était impératif. Oui, absolument. Parce que le texte, c'est ça. Puis il y a une. Enfin, il y a beaucoup de philologie, de références à des ouvrages latins, d'établissement de textes, de lecture particulière de telle variante, de telle chose, etc. Et ça, c'est des trucs qu'il faut maîtriser, parce que sinon on peut pas, on comprend rien. Franchement, on comprend rien. Quand on est face au texte italien, parfois on ne sait plus où on est, parce qu'il y a des abréviations tout le temps, aussi par rapport à ces choses-là. Donc c'était absolument nécessaire. C'était comme une sorte de propédeutique, quoi, pour arriver à faire ce travail, de faire tous ces textes avant, de Pic de la Mirandole, de Marsilio Ficino, et tout ça. Comment on aborde une traduction d'un texte qui pose le problème de la traduction? Parce que ça, quand même, c'est assez fascinant.
tu en parles dans l'avant-propos que tu fais de l'édition. Léopardi n'arrête pas d'aller chercher aux sources des mots pour mieux les comprendre, trouver la métaphore du mot, dit-il, tout mot est métaphore, et il faut retrouver la métaphore pour pouvoir traduire. Déjà, il pose quand même des défis, des contraintes, je ne sais pas comment les qualifier. Quand on est un traducteur, ou en tout cas qu'on prétend traduire cet auteur-là, qui aborde toutes ces problématiques de manière extrêmement pointue, j'allais dire comment on ose se confronter à ça. Comment on aborde ça? Qu'est-ce que ça pose comme problème au-delà d'une simple traduction? Parce qu'on sent bien que ce n'est pas qu'une traduction. Disons qu'il y a des moments assez désespérants, surtout quand on tombe sur des passages du genre, textuellement, hein, le français est incapable de traduire l'italien. Alors là, quand ça fait déjà 800 pages qu'on est sur le métier, qu'on tombe sur une phrase comme ça, faut prendre vraiment sa respiration et pas tout envoyer balader en disant ok, reste avec ton truc et tout ça. Il y a des moments un peu difficiles. Bon, il faut prendre acte du truc. Après, disons que l'éloignement des temps, et puis on s'est calmé aussi depuis, enfin je veux dire, on n'est pas dans le même stress, si je puis dire, politique et linguistique qu'à l'époque, mais disons que pour moi, il y avait, en dehors, effectivement, ce genre de phrase et vous assassine directement, ça, il n'y a rien à faire. Mais en dehors de ça, après, du coup, moi j'avais un autre enjeu qui était encore, du coup, auquel je me suis pas mal accroché, qui était, mais quelle langue parler, au fond, dans quel français écrire, parce que, bon, voilà, il fallait que je sente aussi. Alors j'ai lu beaucoup ce que Léopardi avait lu en français, ses auteurs français préférés. Parce que comme il était gavé, si je puis dire, de français, à un moment donné, et puis qu'il résonnait parfois, malgré qu'il en est, un peu à la française, dans des longs raisonnements. Il y avait quelque chose du français parfois à l'intérieur de ces phrases que je pouvais aller gratter, récupérer. Et du coup, beaucoup de Madame de Staël, par exemple. Le style de Madame de Staël l'a beaucoup, il s'en est beaucoup imprégné, du premier Chateaubriand aussi. Enfin, donc j'ai été voir tout ça. Puis des équivalents stricts de vocabulaire, par exemple, entre l'italien et le français de l'époque. Donc moi, j'avais aussi un autre horizon en tête, qui était mon français à moi. Voilà, qui était le point d'arrivée aussi à l'oreille, enfin, ce que ça allait faire. Bon, après, disons qu'il y a quand même une différence, c'est que même si c'est extrêmement dense, compliqué, parce que parfois les phrases sont très longues, qu'il faut suivre les raisonnements, etc., ce dont Léopardi parle là, dans ce que tu viens de dire, c'est aussi beaucoup de la traduction de la poésie. Or ça n'est pas strictement de la poésie. Voilà. Donc, disons que c'est souvent de la pensée. Alors de la pensée extrêmement incarnée, dans une langue qui justement ne veut pas avoir l'abstraction de la langue philosophique qui est en train de se construire au XIXe siècle entre la France et l'Allemagne, etc., et qui est bourré de concepts, de moins en moins poétique, etc. Donc Léopardi va lutter, lui, contre ça. Mais néanmoins, c'est pas non plus, donc toutes ces questions de métaphores, etc. Disons que c'est un moment de sa langue où il décortique la langue et les possibilités de la langue. Mais on est encore dans le mouvement de la pensée, c'est-à-dire parfois c'est pas la phrase totalement aboutie telle qu'elle le sera dans un poème. C'est plutôt une trace de sa pensée, un écho de sa pensée. D'où effectivement toutes ces ellipses, peut-être, ces renvois, voire à la page tant, à la page tant. C'est un peu une chambre d'écho aussi, le Zibaldone. Donc la langue elle-même est comme une sorte de... Donc elle n'a pas cet aspect comme ça définitif, disons,
de ce dont il parle, par exemple de la difficulté de traduire Anacréon, par exemple, en, en, en italien ou en français, etc., quoi. C'est-à-dire de retrouver l'essence de la métaphore, etc. C'est pas tout à fait pareil, enfin, je veux dire. Voilà. Tu as parlé de chambre d'écho. J'ai relevé la question de la chambre noire comme lieu de révélateur, justement. Léopardi parle de cette question de chambre noire. Ce qui m'a beaucoup, pas troublée, mais j'ai fait la connexion avec ce que je sais de ton intérêt, de ton travail sur l'image, la photographie, le cinéma. Et je me suis dit, tiens, tout petit déjà, là, en 2003, cette question de chambre noire, déjà un écho. Est-ce que tu l'as lu comme un écho de questions à venir? Ah oui, oui. Enfin, C'est pour ça que j'ai appelé la préface la chambre noire de l'esprit. Ah oui, oui, je savais quand même ce que je faisais, déjà. Ouais, bien sûr. Il y a un passage magnifique sur justement le passage d'une langue à l'autre, comme une chambre noire avec des phrases qui s'inversent au fond de l'esprit, etc. Ça, c'est vraiment des passages comme ça, ça vous dure une vie, quoi. C'est vraiment, c'est trop beau, vraiment. Oui, oui. Et c'est pour ça que oui. Et puis il est question une fois de Camera Oscura, mais pour tout à fait autre chose, qui est la chambre de son enfance, dans laquelle il reste et il entend tous les bruits. Et il dit qu'il est enfermé dans sa Camera Oscura, dans sa chambre obscure, sa chambre noire, et que tous les bruits du dehors lui arrivent de manière un peu dégradée, comme ça, par écho, par image, par trace. Voilà. Et que c'est déjà un peu du souvenir, quoi, dans le présent, de la perception. Moi, c'est le genre de truc dont j'ai du mal à me remettre, parce qu'après, c'est vrai que je travaille que sur des choses comme ça, pratiquement, depuis, en fait. Donc, oui, depuis. Enfin, voilà, depuis, parce que peut-être avant, mais on en parlait un peu au déjeuner. Tu avais une carrière, tu commençais une carrière universitaire, en train d'écrire une thèse avant de te lancer dans ces traductions-là, qui a priori était plus éloignée que ton travail aujourd'hui de toute la question esthétique et dans le rapport à l'image. Et c'est pour ça que cette question de chambre noire m'a interpellée comme effectivement, une proximité avec Léopardi qui allait bien au-delà de tes compétences. Enfin, quelque chose, pas un double, mais quand même peut-être une projection dans Léopardi et dans ce qu'il dit. Ouais. Mais bon, après, ça c'est une autre histoire. Je sais pas si elle est très intéressante pour d'autres, mais disons, de toute façon, traduire un truc comme ça, c'est très bizarre parce que c'est un journal. C'est un journal. Et le cœur du journal, en fait, j'avais exactement le même âge que Léopardi avait quand parce qu'il a commencé à 19 ans. Moi, j'ai commencé à traduire ça à 25 ans. Ça m'a pris à peu près 5 ans. Et donc, entre les 25 et les 30, c'est le cœur du Zibaldone, quoi. Et pour arriver à la fin de ça, j'étais obligé de le faire quotidiennement. Même si à un moment donné j'étais obligé de travailler parce que l'éditeur avait plus d'argent pour financer la fin de cet énorme travail, etc. Donc je le faisais quotidiennement et c'est rédigé un peu comme un journal daté, etc., avec des entrées. Et donc il y avait un troublant effet de superposition à travers le temps qui était très bizarre, j'avais l'impression. C'était un peu hallucinatoire au bout d'un moment de me mettre à ma table et de dire bon, il est tel jour, sauf qu'il y avait 120 ans de décalage. Et voilà, c'était un peu curieux. Donc oui, effectivement, à un moment donné. De toute façon, moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. D'abord, j'ai fait ça pour une première raison pour laquelle j'ai fait ça. C'est pas parce qu'on me l'a proposé. Enfin, d'ailleurs, on me l'a pas proposé comme ça. C'était une discussion. J'avais envie de le faire. L'éditeur voulait aller au bout de ce projet. Qu'il avait entamé par petits volumes thématiques tout minces. D'abord, je l'ai fait pour pouvoir le lire jusqu'au bout, parce que je ne l'aurais jamais lu en entier sinon, en fait.
C'est la seule façon de... Mais je pense que pas mal de traducteurs font ça, au fond. C'est vraiment pour lire, évidemment pour donner à lire, mais c'est quasi le même geste, quoi. C'est pour pouvoir l'avoir enfin, quoi, cette chose-là, pouvoir la traverser intégralement. Et puis parce que j'en avais assez aussi, et c'est pour ça que j'ai fait les autres textes, le pic de la Mirandole et le théâtre de la mémoire, etc. J'en avais vraiment assez d'entendre des gens brandir des espèces d'œuvres un peu magiques, de références comme ça, intimidantes, obscures, que personne n'avait lues, que seules 2-3 personnes semblaient pouvoir maîtriser du haut d'une sorte d'Olympe, comme ça. Ah oui, mais c'est dans le Zibaldone et tout ça, machin. Ouais, mais bon, est-ce que vous l'avez lu vraiment, le Zibaldone, etc. Je dis, à un moment donné, il faut étaler le truc et dire, bon, voilà. Moi, je veux bien qu'on parle du théâtre de la mémoire, des 900 conclusions de Pic de la Mirandole, mais qu'on ne se cache pas derrière un truc qu'on n'a pas vraiment lu non plus, comme voilà, des trucs d'intimidation surtout, pour dire, voilà, alors, maintenant c'est là, allons-y, voyons, déplions le truc, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, donc j'avais c'était vraiment pour faire la lumière, mais pour moi-même aussi, sur toutes ces choses-là, quoi. Avoir envie, voilà, qu'on puisse enfin y voir clair une bonne fois pour toutes, même si après on repasse dans des obscurités qui sont celles du texte et tout ça, mais qu'au moins on en dispose, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire parce que c'était pas ça en fait. Ça te reviendra. Ouais. Mais non. Tu as travaillé sur donc l'édition italienne dont tu parlais, assez récente. Ouais. Tu as travaillé sur les carnets originaux de Leopardi. Ah bah non, là, c'était plus d'aller à Naples et tout ça. Non, il n'y avait plus besoin. Non, parce qu'après la deuxième édition de Damiani, là, c'est bon. Enfin, je veux dire, le truc était établi. Après, de toute façon, on a les photos, donc voilà. Et puis, ce que Pacella et Damiani n'avaient éventuellement pas réussi à déchiffrer, franchement, je vois pas comment moi j'aurais pu le déchiffrer. Faut être honnête. Mais comme il y avait très peu de choses, au fond, qui restaient totalement indéchiffrables ou lacunaires, je pense, enfin, ça posait pas particulièrement de problème. On parlait des carnets tout à l'heure. Tu disais qu'il écrivait sur des carnets qui visiblement... Ouais, alors... des feuilles cousues, tout ça, enfin des grandes feuilles qui pliaient en 4 et qui cousaient comme ça. Qui sont numérotées, ouais. Et dont tu reportes les numéros dans la traduction. Alors oui, parce que du coup, y a un système de renvoi d'une page à l'autre. Vous avez, je dis ça, mais vous avez vu un peu le livre et tout ça, comment il est fait. Leopardi se renvoie lui-même tout le temps, dit voir à la page temps, etc. Donc on est obligé d'avoir la numérotation originale qui est donnée entre crochets et la référence à la page temps donnée par lui-même en italique à la fin ou au milieu d'un paragraphe, qui crée une espèce de système de renvoi un peu circulaire comme ça. Donc on revient tout le temps à l'intérieur du manuscrit de manière, du coup, vu le nombre de pages, totalement infinie, puisque pratiquement les combinaisons sont infinies. Donc c'est pas. Donc ouais, pardon. Non. Dis-moi. Donc voilà, donc ça crée un objet avec des entrées, voilà. Et disons que ce cahier, plus que carnet, c'est un cahier. Enfin, il appelait ça plutôt un cahier. Il l'a indexé lui-même à la fin. Il en a tiré les 111 pensées. Il y a des ébauches pour les operette morali. Il y a plein de choses voilà, qui sont en germe de ces poésies, qui sont là, à certains endroits disséminées dans le texte. Mais à un moment donné, il a pris acte de l'autonomie de cet objet étrange qui est en fait ce qu'il appelle un journal des pensées. Voilà. Mais bon, c'est le terme qu'on vient moyennement, et c'est lui qui dit Zibaldone. Voilà.
Zibaldone, donc vous savez tout ça très bien, c'est un vieux terme en fait qu'on employait beaucoup à la Renaissance, justement pour ces espèces de textes qu'on appellerait, c'est moins joli en français, mais des miscellanées, vous voyez, en gros. Donc voilà, mais c'était un terme qui était assez à la mode à la fin de la Renaissance en Italie. Ou même ça fleurissait beaucoup, les Zibaldoni, comme ça, il y en avait pas mal. Et donc voilà, Zibaldone de mes pensées, il date et il commence à faire l'index. C'est-à-dire qu'il prend acte que dans cette forme-là, qui paraît complètement accidentelle au départ, juste il met la date et puis une note de 3 trucs, alors ça va d'une note de lecture à le temps qu'il fait, à mort de ma grand-mère, le chien aboie derrière la haie, etc. Bon, a priori, voilà. Et puis finalement, il s'attache au truc, il revient, il reprécise certaines choses, il étire sa pensée comme ça. Il la reformule, mais c'est pas vraiment une reformulation, c'est une suite étrange qui revient en boucle pour préciser 2-3 choses, etc. Et puis subitement, même s'il y a des grands trous, parfois pendant 5 ans il n'y a rien, et puis après pendant 6 mois il y a des milliers de pages qui sont écrites de manière presque frénétique. En fait, il rentre lui-même dans une espèce de système de dépendance avec ce texte, quoi. Il y a une sorte d'attachement intellectuel, mais psychique aussi. Ça devient vraiment une sorte d'extension de son psychisme, si je puis dire, de son moi, ouais, absolument. Et donc, du coup, il se dit, alors j'en tire les 111 pensées, là, parce que bon, il faut bien publier aussi un truc de temps en temps, donc il va chercher là-dedans les 111 pensées. Il veut être reconnu. Et puis il veut être reconnu, absolument, puisqu'il n'arrive pas à avoir vraiment une carrière universitaire de savant comme il aurait aimé avoir à un moment, même si je pense qu'au fond, il n'aurait pas aimé avoir ça, mais bref, de temps en temps, il en tire une chose, mais au fond, il voit bien qu'il dépend de cette forme dépend de lui, et qu'il y a un truc très bizarre, c'est que malgré son apparence un peu, et même totalement hybride, bah, il ne peut pas y toucher, au fond. C'est-à-dire qu'il peut l'indexer, il commence à dire à telle page, j'ai parlé de ça, 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 ça et ça, ce qui est un peu bizarre à faire, d'indexer son propre truc. Mais il n'arrive pas à toucher au truc, il n'arrive pas à découper les choses comme Pascal faisait, lui, avec ses... Voilà. Bon. Non, il y a une espèce de place, de système mnésique à l'intérieur du déroulement de ce livre, de cet objet. Ça devient un objet presque... Alors j'exagérais en disant que c'est un objet magique, mais parce que je pense au truc de prière éthiopien, là, enfin, comme ça, mais il y a un truc sur l'ordre, sur la pensée de l'espace mental, voilà, avec des places, il y a des places, c'est pour ça qu'il voir à la page temps, à la page temps, à la page, ça revient, mais 10 fois par page, quoi. La pensée, à un moment donné, elle a une place, voilà. Elle a un nom et elle a une place. Et telle image qui lui est venue à tel endroit, à telle date. Je sais pas, c'est assez difficile il faut vraiment avoir l'objet entre les mains, rester longtemps avec pour voir qu'il y a effectivement un rapport comme ça à l'espace de ce grand cahier qu'il avait avec lui, où il dépose, un peu comme justement dans le système de mémoire, quoi. On dépose des images agissantes à certains endroits. Et elles sont là et elles vont réouvrir après sur certaines choses, sur d'autres choses. Il y a je sais pas. Moi, parfois, je pense à Stendhal, je pense au dessin dans Henri Brulard, quoi. Il y a ce rapport subitement de convoquer l'espace de la page pour... voilà.
Et alors, est-ce que tu penses justement que le format, ce carnet, est comment dire, le moteur ou l'origine de cette forme-là? Si Leopardi avait eu un ordinateur, est-ce qu'il aurait pu écrire le Zibaldone en ayant un espace qui défile comme ça de manière continue, sans début ni fin? Ou est-ce que, d'après toi, dans la façon dont tu as approché ce texte et dans la traduction, est-ce que vraiment l'espace de ce cahier très particulier qu'il utilisait est absolument essentiel à la construction du texte? Ah oui, je pense. Ouais. Ça, il faudrait demander à Roubaud ce qu'il en pense de ce genre de... Si Leopardi avait eu un Macintosh, ça, je suis sûr qu'il ferait un beau poème là-dessus, Roubaud. Mais... Non, évidemment, c'est impossible de répondre à ta question d'abord. Et puis, non, disons que c'est cet attachement, mais c'est cet attachement à l'objet, quoi, au fond, aussi, à son cahier, voilà, qu'il a avec lui, qui est son âme, quoi, au fond. C'est son double et c'est son âme. Il faut bien la déposer quelque part, d'une certaine façon, quand la vie s'échappe tellement au dehors, voilà, on a cet objet et c'est fascinant, quoi. Enfin, moi, je suis de plus en plus, parce que alors, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un énorme problème de référence qui est troublant d'ailleurs pour les gens de lettres, puisque souvent les gens de lettres, comme les historiens de l'art d'ailleurs, leur arme principale, c'est la comparaison. Bon. Ça fait penser à ça, c'est presque comme ça, c'est pas loin de ça, c'est entre ça et ça, etc. Bon, c'est bien, ça permet d'augmenter les dossiers, les choses, ça a ses limites, hein, comme vous imaginez bien. Bon, alors là, précisément, on est un peu démunis puisque on n'est que dans le fantasme ou l'hypothèse de dire ah bah oui ça. Effectivement, alors si Blanchot avait lu ça, bon. Alors parfois, moi du coup, je cille. Je me dis, parfois, ça me fait penser au Cahier de Valérie, ça me fait penser au journal de Kafka, très fortement. Ça me fait penser à Pavese et le métier de vivre. Je sais pas, ça... Alors là, en ce moment, je suis plutôt sur la correspondance de Flaubert. Et je me dis, qu'est-ce que c'est flaubertien, quand même, Leopardi. Voilà, et c'est cette idée de construire, je pense, si je dis ça, c'est que, bon, non seulement il y a cette espèce de même désespérance profonde, cette même obsession de la langue, mais parce qu'il y a aussi des concepts, des idées pour la littérature assez semblables entre Leopardi et Flaubert. Par exemple, alors peut-être je m'avance un peu beaucoup, mais entre la digestion flaubertienne et l'assuefazione léopardienne, je pense qu'il y a des affinités, par exemple, sur cette espèce de seconde nature, de faire sien le monde extérieur en l'assimilant, en le ruminant, en se transformant grâce à lui, pour pouvoir le recracher en quelque sorte sous forme de phrases. C'est très très flaubertien, ça, par exemple, je trouve. Et puis parce que aussi, justement, par rapport à ça, que je considère vraiment comme un objet, d'ailleurs, c'est vraiment un objet, enfin ça, il n'y a rien à faire. Comme Flaubert, je suis de plus en plus convaincu, a fait ses livres comme des objets. Ça, voilà, ça c'est ma grande obsession en ce moment. Me dire qu'il a fait des livres-objets, Flaubert. Et pas vraiment des romans, en fait. Bref, peu importe. Voilà. Je sais plus. C'était la question de l'objet du carnet. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Bertrand. C'était Bertrand Scheffer à la librairie Ombre Blanche pour la traduction de Zibaldone de Giacomo Leopardi chez Alia, enregistré le 4 février 2020. Bertrand Scheffer est aussi auteur de plusieurs romans dont Martin et Série Noire,
publié chez POL.